Mon Antonine, nous sommes le dimanche 26 avril. 11 jours se sont écoulés depuis ma dernière lettre. Le plan des prochaines est écrit, mais j'éprouve quelques difficultés à me mettre au travail. Tout mon être est chamboulé, mon âme est sans dessus-dessous. Je passe de la colère la plus sourde à l'abattement pur et simple qui rend l'existence aussi lourde qu'une pierre jetée dans l'océan. Il est très difficile de trouver la bonne attitude à adopter, alors que l'espace politique dans lequel nous vivions et auquel nous étions habitués se voit reconfiguré de fond en comble. Quand je parle d'espace politique, je ne parle pas seulement du dispositif physique qu'imposent les pouvoirs politiques dans l'espoir de réguler nos comportements et nos conduites. Je parle surtout de l'idéologie qui, certes, fonde ce type de dispositif, mais qui passe d'abord par l'infléchissement des pensées et de l'âme de chacun, en formalisant les valeurs et les raisonnements qui doivent impérativement s'y tenir, sous peine d'être exclus de la communauté. Ce sont ces raisonnements et ces valeurs qui rendent le citoyen docile à tout dispositif, quel qu'en soit par ailleurs leur degré de justice et de pertinence. L'infléchissement des âmes qui contraint à adopter une logique d'existence exclusive de tout autre est beaucoup plus liberticide et coercitif que n'importe quel dispositif de nature physique et matérielle, a fortiori lorsque cette idéologie d'existence est insensée, irrationnelle et injuste, et a fortiori lorsqu'il doit, comme aujourd'hui, en passer par la contrainte qui s'exerce à même les corps, à même les déplacements et les comportements. Dans ce nouvel espace politique, nous sommes à la merci de n'importe quel passant qui se sent le droit de nous recadrer si notre conduite manifeste le moindre écart par rapport à la norme publiquement admise par tous. Quand chacun devient le scrutateur du respect de la loi de l'autre, jusqu'à contrôler ses déplacements physiques, on entre dans un régime totalitaire. Je te renvoie à ce titre aux travaux d'Hannah Arendt sur les origines du totalitarisme. Tu y trouveras tous les éléments que les pouvoirs politiques mettent actuellement en place, de la propagande au traçage de la population, en passant par la complète inertie de celle-ci, en face de la montée au pouvoir de ce type de régime. Pourquoi suis-je en colère ? Je suis en colère car la norme de l'action citoyenne désormais choisie et imposée est la plus apolitique qui soit. L'on demande aux citoyens de soumettre l'ensemble de ses comportements à une valeur devenue suprêmement prééminente et qui doit transcender toutes les autres. Cette valeur, c'est la préservation de son corps et de sa santé, préservation qui doit aller jusqu'à anéantir toute possibilité de rencontre réelle, la seule capable d'ouvrir à des échanges véritablement humains. C'est-à-dire des échanges fondés sur le rapprochement serein et pacifié des voix et des corps. Il serait inepte, certes, de défendre l'idée qu'il ne faut avoir aucun souci de sa vie et de sa santé. Tout au contraire, je défends l'idée qu'il faut en avoir un très grand soin, de manière même rigoureuse et raisonnée. Et sur cette question, celui qui se donne la peine d'y réfléchir un peu verra que la sobriété est la voie la meilleure pour acquérir vigueur, force et santé, plutôt qu'un consumérisme béat et inepte. Sans compter les effets régénérateurs que cette sobriété aurait sur notre environnement, si par chance il se généralisait parmi la population mondiale. Or, la phobie déraisonnée actuelle autour de la santé conduit à faire de celle-ci la valeur suprême de la vie humaine, au prix d'un contrôle et d'une mainmise sur les relations les plus ordinaires et les plus spontanées entre les personnes. Sommes-nous à ce point persuadés qu'on puisse se dispenser définitivement de la nécessité de se rapprocher les uns des autres pour au minimum se signifier mutuellement notre amitié, notre amour, notre fraternité ou du moins de l'empathie ou un soutien en toute décontraction ?
toutes ces choses ne sont-elles pas elles aussi facteurs de vie et à un très haut point ? Combien de morts ne seront-ils pas aussi à déplorer par le sentiment de solitude et d'abandon éprouvé par nombre de gens qui se voient systématiquement écartés et isolés sous le prétexte d'une contamination. Les plus fragiles, comme les exclus, les défavorisés et les personnes âgées. Sans compter toutes ces personnes encore qui ne manifestent pas une fragilité aussi perceptible et qui semblent mener la vie de la plupart des gens, mais qui souffrent pourtant d'une solitude inextinguible et invétérée. Bien sûr, nos sociétés ne s'en préoccupaient déjà pas beaucoup auparavant, mais il était loisible, à qui s'en souciait, de s'en approcher dans l'espoir d'apporter un peu de réconfort et de soutien. Que vont-elles devenir ces personnes qui doivent à présent recevoir et renvoyer en guise de premier contact des signes de suspicion, de méfiance et de défiance, de peur, désormais devenue la norme des relations humaines. Car c'est bien cette peur de l'autre qui est la nouvelle norme sociale à respecter, qui plus est sous peine de pression policière, de verbalisation d'amende, d'assignation à résidence, de condamnation, d'isolement, voire d'emprisonnement. La main ou la joue tendue, les accolades ou les embrassades, les tapes sur l'épaule, les franches rigolades, le partage du pain et du vin, le bras donné à un enfant qui vient de tomber ou à une vieille personne qui a besoin de soutien. Toutes ces choses, et j'en passe, sont systématiquement remises en cause, car l'on y voit maintenant une menace pour la vie physique des individus, et bien pire, une menace pour la société. Comme si l'homme pouvait, par ces mesures, réellement exercer un pouvoir sur la mort. Je sais que ces gestes et ces comportements participent à des codes et, en tant que tels, sont infiniment variables dans l'espace et le temps. Les manières de se saluer, de se rencontrer, de se rapprocher et de se parler les uns aux autres ne sont pas les mêmes en Orient qu'en Occident, pas les mêmes non plus entre un Romain du 1er siècle de notre ère, un courtisan de Louis XIV ou encore un homme ou une femme du XXIe siècle. On sait même que ce genre de code varie entre les différentes couches sociales de la société. Rien de plus distant entre les contacts pratiqués à la ferme, à l'usine ou encore dans les hautes organisations ou administrations. Toujours est-il qu'en chacune de ces époques et qu'en chacun de ces milieux, une logique préside à ces différents codes sociaux, logique elle-même fondée sur une hiérarchie des valeurs qui, quant à elle, est tributaire d'un choix politique. D'autant plus que les mesures politiques qui nous sont imposées et qui se parent d'un masque sanitaire concernent maintenant la planète entière. C'est à un aplanissement des diverses variations culturelles, dans la manière de se rapprocher les uns des autres, que se destinent ces mesures. Je laisse là la réflexion et passe par un exemple qui, à mon sens, sera plus explicite qu'une démonstration. Il y a quelques jours, Valentine et ta mère aménageaient le petit espace vert qui se trouve en face de notre perron et qui touche à la rue. Tout à coup, un couple de cyclistes arrive à toute vitesse. Il s'agit d'un enfant autour des 6 ans et de son papa qui le suivait de très près, de trop près. Tu sais à quel point notre rue est en pente, et qui ne la dévale pas avec beaucoup de prudence prend des risques élevés. Bref, il se fait que l'enfant coupe brusquement la route à son père, ce qui entraîne leur chute à tous deux, une chute très brutale et spectaculaire, juste en face de notre maison. Les voilà tous deux à terre, empêtrés dans les rouages de leurs vélos respectifs et manifestant assez clairement une vive douleur. Le père reste digne, mais on voit qu'il est touché à plusieurs endroits du corps et n'est pas prêt à se relever tout de suite. Tandis que le petit pleure de tout son soul, éloigné de son papa qui n'est pas en mesure de lui apporter secours. Ta mère et ta sœur se précipitent pour leur tendre la main, ce que le petit accepte bien volontiers, la voix tremblante et les larmes coulant
abondamment sur ses joues. Les voisins se précipitent pour venir en aide au papa, retirer le vélo de la rue, chacun apportant pansements et désinfectants. Pendant ce temps, car tout le monde a eu ce réflexe, maman et Valentine emportent l'enfant à la maison pour nettoyer ses plaies, le réconforter et lui offrir une collation, ce qui marche toujours avec les enfants dans ce genre de cas. Ta mère retourne vers le papa pour lui apporter à lui aussi un peu de réconfort et au besoin une aide supplémentaire. Ils sont restés finalement les uns près des autres à discuter de choses et d'autres concernant la rue qui est la nôtre, sa pente si raide et le nombre d'accidents de voitures qui s'y produisent chaque année, surtout par temps froid où le gel la rend dangereusement glissante. Des larmes, on est passé au rire. Le père et l'enfant ont voulu prendre le chemin du retour en claudiquant. Mais ils ont préféré finalement téléphoner à la maman, dont l'arrivée a subitement rappelé à chacun le contexte politique qui nous tient maintenant résolument à la gorge. Ils se sont tous quittés, le sourire aux lèvres, mais le visage marqué par un profond embarras, mis à part bien sûr Timothée, l'enfant, et Valentine qui jouaient ensemble dans la plus parfaite insouciance. Chacun a repris le chemin de sa demeure, clopin clopant, claudiquant tous, non pas du corps cette fois-ci, mais de l'âme. Ta mère m'a confié plus tard qu'à cette occasion, ils avaient tous retrouvé le vrai plaisir d'être ensemble, en oubliant la peur de la maladie ou du simple contact. La part d'humanité que chacun porte en lui a refait surface, et cela fut étrange et difficile ensuite pour chacun de reprendre les distances imposées. De cette séquence de vie, somme toute assez banale, je ne retiens que ces moments où ta mère a tendu spontanément la main à l'enfant et ensuite au papa. Elle leur a tendu la main non pas seulement pour qu'ils se relèvent, mais pour leur témoigner aussi tout son soutien moral. Il se fait que ta mère, ce jour-là, a commis un acte répréhensible par la loi, comme les voisins d'ailleurs. Beaucoup d'hommes et de femmes à l'heure actuelle se sont vus vertement réprimandés quand ce n'est pas durement molesté pour bien moins que ça. De fait, maman ne s'est pas contentée de participer à un rassemblement de plus de 2 personnes ou de ne pas respecter la distanciation physique requise. Elle a été jusqu'à tendre la main à un enfant pour le prendre dans ses bras, essuyer ses larmes, et je la connais, l'embrasser pour le réconforter. Elle l'a fait ensuite entrer dans notre maison pour nettoyer ses plaies tout en lui parlant, afin d'apaiser ses douleurs. Elle lui a offert une collation et à boire. Ensuite, elle s'est dirigée vers le père pour l'aider à se relever et lui proposer aussi à boire. Tout cela, aujourd'hui, fait de maman une hors-la-loi. Une hors-la-loi dont on charge la police désormais de verbaliser ou d'arrêter. Qu'enfreignent-ils tous, ces gens considérés désormais hors-la-loi ? Qu'a-t-elle enfreint ta maman en apportant son soutien à quelqu'un qui vient de chuter ? Enfreignent-ils les lois d'un dispositif de régulation du mouvement des corps ? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas fondamentalement cette infraction qui est pénalisée. Ce dispositif n'est là que pour donner aux agents chargés de faire respecter la loi un repère clair pour intervenir. Ces agents, par ailleurs, font eux aussi partie du dispositif. Ultimement, ce type de dispositif a pour objectif premier non pas de faire respecter la loi, mais surtout de la sanctionner, de la légitimer, de la valider, voire de la plébisciter, et d'en faire la publicité, c'est-à-dire au sens premier du terme, de la rendre publique et contraignante à même les pensées et les âmes. Cette loi, qui relève d'un ordre politique et moral avant de relever d'un quelconque souci sanitaire, renvoie à une norme sociale et comportementale que chacun est sommé d'intégrer à même ses pensées les plus intimes et ses délibérations les plus quotidiennes.
Cette loi dit ceci, que chacun, dans les relations qu'il entretient avec ses semblables, se soucie avant toute autre considération de la préservation de son intégrité physique et de sa santé, posant par ailleurs que toute rencontre comporte un risque de mourir. La santé subordonne ainsi toute autre valeur. On n'imagine pas encore jusqu'à quelles extrémités peuvent nous conduire le respect de cette nouvelle norme sociale. Sous le coup de cette loi, qu'aurait dû faire maman ? Elle aurait dû tout d'abord se tenir à distance et, éventuellement méfiante, s'enquérir des malheureux cyclistes en portant la voix, comme s'ils étaient séparés par un fossé infranchissable. Elle aurait dû ensuite attendre un peu et, en cas d'ultime nécessité, visible, appeler du secours. Cette manière de procéder, qui est désormais exigée de nous, n'a pas pour fonction de respecter le dispositif du jour qui sera appelé, on s'en doute, à varier demain et à nouveau encore le surlendemain. Cette manière de procéder vise à produire un effet sur celui ou celle qui l'adopte. Par elle, chacun est appelé à sanctionner en lui la crainte de l'autre, jusqu'à ce que cette crainte devienne systématique, spontanée, car profondément ancrée dans sa manière de percevoir l'espace public et ses rapports avec l'autre. Ce père et cet enfant auraient dû être reconnus comme suspects et menaçants pour ta mère, pour Valentine et pour notre famille. Nous devons tous nous reconnaître les uns les autres comme suspects, comme une menace, comme une possible nuisance fatale à la vie, qui désormais se réduit catégoriquement à la seule vie biologique. Il n'y a plus d'échappatoire possible. On dira que ce dispositif est imposé par altruisme, c'est-à-dire pour protéger la vie de l'autre, et non pas nécessairement la sienne. Il n'en demeure pas moins qu'il reste fondé sur la prééminence exclusive accordée à la vie biologique. Or, il apparaît difficile dans ce type d'idéologie d'accorder davantage d'importance à la vie de l'autre plutôt qu'à la sienne. C'est un total non-sens. On ne peut pas demander à l'homme d'accorder la valeur la plus haute à la vie biologique pour ensuite lui demander d'avoir souci d'abord de la vie d'autrui plutôt qu'à la sienne, à moins, encore une fois, de faire référence à des valeurs qui transcendent le souci seul de préserver sa vie et sa santé, ce qui annule dès lors ce type d'idéologie. Nous sommes arrivés au bout du chemin proposé par la vision politique moderne qui s'est fondée sur le souci premier de la dimension matérielle et physique de l'existence. L'erreur programmée par les héros de cette vision de l'existence humaine dans les manières de vivre que nous sommes censés suivre, erreur qui consiste à tenir ce souci en faveur de la préservation de sa vie physique comme naturellement nécessaire et prioritaire, c'est-à-dire lié à la nature de l'homme, alors qu'en fait, il ressortit à une décision humaine et politique. Il revient en effet à l'art politique de rassembler un ensemble de valeurs et d'établir entre celles-ci une hiérarchie pour que, précisément, une communauté politique soit possible. Pour fonder et évaluer ces valeurs, cette communauté dispose d'un passé. Pour agir selon ces valeurs, elle dispose du présent, mais elle ne dispose que des seules réflexions et délibérations des hommes et des femmes qui la composent, pour envisager à quelle réalité politique effective ces valeurs ainsi hiérarchisées peuvent conduire. Or, rien dans l'histoire des hommes, ni dans notre actualité la plus proche, et rien non plus dans les réflexions que nous pouvons former, ne laisse présager une situation de vie politique agréable, ni même acceptable ou vivable, lorsque, à l'intérieur même de la communauté, dans les rapports entre ses différents membres, on fait de la crainte de l'autre, dans la perspective d'une mort probable, le pivot de toute délibération quotidienne personnelle. C'est tout bonnement l'enfer qui se matérialise sous nos yeux. La raison en est que ce choix en faveur de la peur de l'autre est le plus apolitique qui soit.
Une communauté n'est possible au contraire que sur le principe d'une concorde qui elle-même suppose la confiance. Enlever cette dernière et aucune concorde ne s'avère possible. Enlever la concorde comme principe fondamental et c'est la fin de la politique. C'est la lutte de tous contre tous qui advient et devient réalisable. Nous ne mesurons pas encore bien toutes les implications des choix que nous prenons aujourd'hui. Pourtant, dans chaque famille, la question de rendre visite à ses grands-parents va se poser de manière plus aiguë. En effet, nous sommes en train de réaliser que les personnes les plus fragiles, et donc souvent les plus âgées, meurent des virus ou de bactéries que les membres de leur propre famille leur apportent. Nous pensons à ton grand-père qui sort d'une pneumonie et dont la santé est fort fragilisée. Il se protège du virus en restant cloîtré chez lui avec sa femme qui sort juste pour faire leurs courses. Devra-t-il attendre qu'il n'y ait plus aucune trace de ce virus, ni aucun risque de grippe, de rhume, de toute maladie virale ou contagieuse avant de revoir ses enfants et ses petits-enfants ? Quand considérera-t-il être suffisamment rétabli pour prendre le risque d'une rencontre avec tout autre être humain potentiellement porteur de germes ? Cette question va se poser dans toutes les familles, et chacun devra finalement décider de mettre de l'ordre dans ses propres valeurs. Vivre confiné le restant de sa vie pour tenter à tout prix de sauver son corps et prolonger un peu ses jours, ou vivre entouré des siens, comme nous le faisions il y a quelque temps encore, sans que cela n'en devienne une phobie. De fait, l'histoire nous montre qu'aucune communauté ne s'est rendue possible sans qu'une bonne partie de ses membres acceptent de risquer leur vie pour la bâtir et pour la préserver. En témoigne la célèbre bataille de Marathon, qui a eu lieu en 490 avant Jésus-Christ et que l'on considère, à juste titre, comme le point de départ de la pensée politique occidentale. On en connaît l'histoire et il n'est peut-être pas utile ici de la retracer dans ses moindres détails. On peut néanmoins s'en rappeler l'essentiel. Athènes, sous le coup de la menace perse, prit le risque d'affronter l'ennemi au lieu même de son débarquement, à Marathon, ville située à près de 40 kilomètres. Se contraignant ainsi à déserter le sol et les murs même de la cité. C'est un convoi d'hoplites, de femmes et d'enfants qui quittent les lieux, les uns composant l'entièreté du corps armé de la cité pour aller se battre, les autres pour se mettre à l'abri loin de la cité, et ainsi dépourvus de toute défense. Le risque est énorme, puisqu'en cas de défaite sur les lieux de l'affrontement, l'armée athénienne se verrait anéantie. Et sans le secours de celle-ci, le peuple athénien se destine à être la proie de toute agression étrangère et ainsi menacé de disparition. Ce risque, comme on le sait, s'est avéré payant, puisque les citoyens d'Athènes, quelque peu aidés par les Platéens, au terme de 5 jours de conflit, ont mis en déroute l'armée perse, pourtant presque 50 fois plus nombreuse que la leur. Mais même après cette invraisemblable victoire, il s'en est fallu de très peu pour que la ville ne tombe aux mains de l'ennemi qui, à la faveur d'un autre corps expéditionnaire, était en passe d'y débarquer au moment où quelques Athéniens des plus prompts, au retour, ont simulé la présence d'une armée qui n'était pas encore parvenue à rejoindre les enceintes de la cité. Ce simulacre a suffi à détourner l'ennemi de sa volonté de s'emparer de la ville d'Athènes. Quelle que soit la véracité de tel ou tel fait qui ont marqué cet événement devenu un point de référence pour la constitution politique d'Athènes, et donc susceptible d'affabulation légendaire et mythique, un principe politique et éthique essentiel demeure, principe selon lequel la cité, non pas tant dans son incarnation et sa matérialité, mais dans son idée qui s'actualise par les sentiments partagés par tous ses membres, ces sentiments et cette idée de la cité prévalent. C'est au service de cette idée que le citoyen doit se mettre avant que de songer à ses propres biens, voire à sa vie. Dans ces conditions,
Il n'y a que de cette manière qu'une communauté politique peut voir le jour. Toujours est-il que les citoyens d'Athènes ont pris la décision, non pas seulement de se battre dans le seul espoir de préserver leurs terres, leurs biens et leurs cités, auquel cas ils seraient restés sur place pour les défendre coûte que coûte et mourir à leur côté s'il le fallait, mais, au grand risque de les perdre et de perdre ainsi chacun leur propre vie, de se battre au nom de l'idée de la cité d'Athènes elle-même. C'est munis de leurs armes et de cette seule idée que les hoplites athéniens s'en allèrent affronter l'ennemi, bien loin de l'incarnation matérielle de leur cité, qui aurait très bien pu disparaître sous la force d'un ennemi tant de fois plus nombreux. Cet événement fut décisif pour les premières grandes formulations de la pensée politique occidentale. On en trouve la trace dans les dialogues de Platon, et notamment dans le Ménexène, où Socrate, rapportant l'oraison funèbre d'Aspasie, relate la célèbre bataille et ses conséquences sur l'avenir politique d'Athènes et sur celui du continent européen. Dès là, ce qui en principe fonde la communauté, c'est que chacun accepte de mettre en jeu ses propres biens matériels, jusqu'à sa vie propre si les circonstances l'exigent et le danger nous presse. Et cela en vue de préserver non pas les murs, les maisons et tout ce que les greniers contiennent en termes de richesse, mais des symboles. Des symboles qui, aux yeux des Grecs anciens, renvoyaient suprêmement à leurs temples et à leurs tombeaux, c'est-à-dire ces lieux où l'on peut collectivement se recueillir de manière pacifiée et sereine, comme le précise Platon dans les Lois. Sans l'assistance que chacun peut apporter à ce type de bien dont la valeur est hautement symbolique, il n'y a pas de communauté politique qui tienne. Pour éviter tout malentendu, j'insiste sur le fait qu'il faut retenir de cette expérience politique que nous ont léguée nos ancêtres, comme dans le cas de l'expérience économique partagée par Xénophon dans son dialogue, et ici dans ces textes de Platon, le principe de réflexion qui permet d'ouvrir à l'espace politique et non pas le contenu des valeurs qui y sont ici exaltées. Je le rappelle, cette expérience politique dont témoignent les textes auxquels je fais référence est marquée inexorablement par le fait de la guerre. Notre situation politique, par chance, a fort changé, du moins sur le continent européen et depuis quelques décennies seulement. Mais il faut considérer ce changement comme un progrès et tout faire pour ne pas revenir en arrière. Il ne s'agit donc pas ici d'exalter des valeurs guerrières sous le prétexte d'un respect inconditionnel accordé à des symboles tels qu'un drapeau ou l'idée d'une nation. On sait à combien de folies meurtrières a conduit ce type de respect. En revanche, ce qu'il faut retenir de cette expérience politique passée, qui est le point de départ de toute politique en Occident, c'est l'ordre dans les valeurs qui rend possible une communauté. Cet ordre ne peut accorder la première place à la préservation de l'existence physique, à plus forte raison lorsque cette préservation doit se faire au regard de l'espace physique occupé par ses concitoyens, vis-à-vis desquels la défiance devient la norme. Ainsi posé, cet ordre ne peut conduire à terme qu'à une lutte de tous contre tous, chacun convaincu que la rencontre avec l'autre constitue une menace pour ce à quoi il tient le plus, à savoir sa propre existence. C'est justement pour éviter ce genre de situation tout aussi apolitique qu'inextricable que les hommes créent un espace symbolique pour favoriser leur rencontre physique désormais pacifiée. Et plus la primauté est accordée à cet espace symbolique, plus les rapports pacifiés entre les hommes deviennent effectifs. Mais pour cela, il faut lui subordonner à cet espace symbolique qui trouve son relais dans la communauté de sentiments partagés par tous, le simple souci de la préservation à tout prix de ses biens et de sa vie. Cela ne veut absolument pas dire qu'il faut être prêt à se tuer sur le champ. Par Dieu, j'espère que tu n'entends pas cela dans mes propos. Cela veut simplement dire que dans l'ordre des priorités,
Ce à quoi il faut porter assistance en premier, c'est à l'ensemble des symboles et des sentiments qui fondent la communauté politique réelle et effective. Cela se vérifie avec les symboles autour desquels se rassemblent les démocraties occidentales, dont les droits de l'homme sont l'expression la plus aboutie. Tout encore imparfaite soit-elle cette déclaration, c'est en s'en écartant qu'adviennent les injustices criantes de nos sociétés. Et l'on s'en écarte en privilégiant à chaque fois son petit bonheur physique et matériel, non pas tant au détriment de celui des autres, mais au détriment d'une juste compréhension de ce que ces droits déclarent effectivement et des multiples implications et conséquences qui devraient en résulter si chacun s'appliquait à les considérer et à les respecter. On sait que de nombreuses communautés humaines ont vu le jour dans l'histoire, où il s'agissait non pas d'abandonner tout souci lié à ses affaires matérielles et à son corps, mais de le subordonner au souci de son élévation spirituelle qui, quant à elle, se fait toujours sur la base d'un recueil de textes qui sont autant de symboles à comprendre et à partager. Je pense à toutes ces communautés monastiques, de quelque obédience religieuse puissent-elles être. Il n'est bien sûr pas à dire que les tensions entre les hommes n'y existent plus. À quoi servirait la vie de l'homme s'il n'avait plus d'épreuves pour le faire grandir ? Cela dit, cette subordination de l'élément matériel au profit d'une estime et d'une haute considération de l'élément symbolique est toujours la promesse de rencontres pacifiées et respectueuses, sinon amicales et aimantes. Ces communautés monastiques, de plus, nous montreront, dans leur histoire, que cette subordination de l'économique au symbolique ne se fait absolument pas au détriment de la première, tout au contraire. De fait, l'expérience a montré que seuls des rapports pacifiés, dans les murs du moins de la cité, ouvrent à la possibilité d'une activité économique prospère au sens noble du terme. Or, cette paix n'est possible qu'à la faveur de la constitution d'un espace symbolique et d'une communauté de sentiments partagés et protégés par tous, et ce avant tout autre échange, de quelque nature qu'il soit. Par ailleurs, sans ce sens politique inscrit en chacun de nous, qui nous pousse à sauver l'idée de la communauté et les symboles qui la représentent, avant la satisfaction de ses besoins personnels et la préservation même de son existence, aucun infirmier et aucun médecin ne prendrait actuellement la peine de sauver des vies au risque de la leur. C'est aussi toute l'histoire de la pensée humaine qu'il faudrait considérer comme suspecte d'hérésie qui, à l'instar de Socrate, de Jésus ou de Bouddha, pour ne citer qu'eux, ont placé les considérations d'ordre spirituel comme suprêmement plus importantes, non pas au mépris, je le répète, de la dimension matérielle de l'existence, mais pour son plus grand profit. D'abord l'esprit et les symboles qu'on peut rassembler et partager, et le reste nous adviendra par surcroît.